Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme tous les dimanches pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer au mieux la semaine qui arrive. Encore une semaine importante sur les marchés dans un contexte macroéconomique, diplomatique, géopolitique assez tendu. Alors on a eu des bonnes nouvelles, on a eu des moins bonnes nouvelles cette semaine. On va revenir dessus au cours de ce live et de cette vidéo. Et puis on va très rapidement, comme je vous le disais, se tourner vers le futur, vers les jours qui arrivent, qui vont être très importants. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Ok, allez, c'est parti. On va commencer donc comme d'habitude avec un point sur le marché crypto. Un marché assez intéressant ce week-end. Un marché très hétérogène, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Évidemment, à noter les très belles performances du Solana, dont on reparlera tout à l'heure, ainsi que du RNDR. Malgré ça, on est resté sur un week-end relativement calme, comme d'habitude. Sur les 7 derniers jours, une belle semaine dans le vert pour Bitcoin. Et d'ailleurs, Bitcoin a clôturé sa bougie mensuelle en positif sur ce mois de septembre, ce qui est assez rare puisque vous le savez que historiquement, le mois de septembre est un mois plutôt baissier pour le marché crypto. Et à noter donc sur ce mois de septembre, le fait notamment que c'est Ethereum qui a clairement surperformé BTC sur l'ensemble, alors pas sur le mois, mais sur les 7 derniers jours, pardon. Voilà, Ethereum qui a clairement surperformé BTC, on le voit, plus 5%, alors que BTC a pris à peine 2%. Et du côté des altcoins, même chose, on a été plutôt sur du positif, même si ça a été un petit peu plus hétérogène. Et on retrouve évidemment les belles performances du Solana, du MKR, du Matic, etc. etc. Alors, que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que on est face à un vrai rebond? D'ailleurs, c'est une question qu'on pourra se poser sur les autres marchés. Est-ce qu'on est face à un vrai rebond ou pas? La réponse, selon moi, est non. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'optique d'une continuation baissière. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà partagé, détaillé dans tous les sens. Voilà le scénario qui me paraît le plus probable pour le moment. Effectivement, à moyen terme, on peut envisager un dernier plus haut vers les 27 600, avant un retournement vers les 25 300. Vous savez, c'est une très grosse zone où on a laissé une belle FVG justement en 4 heures. Pourquoi pas? Alors là, c'est là où il y a le plus de questions pour le moment. Est-ce que sur ce niveau-là, on aura une réaction? Ou est-ce que on va avoir un marché qui va être trop faible et tout simplement qui va s'écrouler directement en direction des 20-22 000 dollars? Je vous rappelle que ce sont les objectifs à moyen terme, ces fameux 20-22 000 dollars, où il y a là aussi beaucoup de liquidités à récupérer. Et c'est pas sur ce graphe qu'il est noté, ce fameux gap CME que nous avons laissé lors de la crise systémique bancaire américaine au mois de mars dernier. Ok? Donc ça, c'est pour du moyen terme. Voilà, je vous l'ai déjà détaillé, je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas forcément de changement en termes de scénario. Par contre, à court terme, j'ai un scénario qui est plutôt intéressant, et d'ailleurs, je vous l'ai partagé tout à l'heure. C'est en 5 minutes sur BTC, je verrai bien une petite correction ce soir. Alors attention, on le sait, le dimanche, c'est souvent une journée où on a des mouvements de marché un petit peu scammy, un petit peu bizarre. Alors il faut être très prudent et prendre avec des pincettes ces mouvements-là. Ça avait été le cas par exemple dimanche dernier, mais c'est très régulièrement le cas. On va faire un petit point du côté de l'open interest, des funding rates. Donc hop, je vous affiche tout ça. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant une bonne partie du week-end, on a eu des funding rates qui étaient en négatif, d'accord, avec un open interest qui montait. On voit quand même une très belle hausse de l'open interest durant le week-end, et notamment sur la journée d'aujourd'hui. Exactement comme on a eu dimanche dernier et les dimanches précédents. Donc à nouveau, on peut potentiellement envisager un mouvement de volatilité ce soir ou dans la nuit. D'accord? Ce qu'il faut dire, c'est que du coup, le fait qu'on ait eu cette hausse de l'open interest avec des funding rates qui ont été en négatif pendant une bonne partie du week-end, ça veut très clairement dire qu'on avait des acteurs du marché qui shortaient Bitcoin, qui se positionnaient à la vente. D'accord? Alors, pour le moment, ça n'a pas eu d'impact sur le marché, mais attention, ça pourrait en avoir un dans les heures qui vont suivre. La chose intéressante à noter, alors pas forcément sur du court terme, mais sur la deuxième partie de la semaine, c'est du côté du comportement des spots. On est clairement repassé acheteur du côté spot avec un delta positif, comme vous le voyez, des volumes d'achat qui sont clairement repassés supérieurs au volume de vente du côté des spots. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et il faut espérer justement que ça amène du volume et pourquoi pas de la volatilité sur le marché.
Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur BTC. On va désormais aller voir ce qui se passe du côté d'Ethereum, même si, voilà, là aussi, il n'y a pas forcément trop de changements par rapport au scénario qu'on avait pu identifier cette semaine. L'objectif est toujours de revenir travailler et de terminer, de combler cette zone, de combler ces déséquilibres de marché en fait, et récupérer la liquidité qu'il y a en direction des 1550 $, ok. Donc moi je m'attends, pourquoi pas, à une dernière petite impulsion, pardon, histoire de récupérer un peu de liquidité, pardon, excusez-moi, et de piéger surtout des acteurs, parce qu'en faisant ça, en fait, en faisant cette fausse sortie, eh bien, on encouragerait des acteurs à acheter et un retournement derrière. Décidément, excusez-moi, j'ai un sacré OK. Derrière, voilà, ça nous permettrait de liquider toutes ces positions, enfin toutes ces personnes qui étaient rentrées, pourquoi pas tardivement, en achat sur Ethereum. Donc voilà, pas de changement de ce point de vue-là non plus. On va aller voir un petit peu du côté des alts. Il y a eu des petites choses intéressantes. Après, pour faire référence à la vidéo que je vous ai sortie hier sur la chaîne YouTube, je vais un petit peu plus me concentrer sur BTC et Ether. Voilà, je ne vais pas trop m'éparpiller. Alors, la première chose, la première position importante, c'est celle sur le Solana, d'accord, sur lequel je me suis positionné tout à l'heure. D'ailleurs, je vous l'ai annoncé dans le serveur Discord, hein, on est rentré tout à l'heure en short sur le Solana pour tout simplement venir retracer cette grosse impulsion haussière. Pour moi, voilà, Solana est venu vraiment travailler des niveaux très intéressants. On voit qu'on est venu parfaitement récupérer cette FVG en 4 heures. Là, maintenant, pour moi, est venu le temps du retracement. Alors, retracement jusqu'où? Pas forcément jusqu'en bas. On voit quand même que on a cassé une structure assez intéressante en passant cette buy side. Pourquoi pas tout simplement uniquement revenir retracer sur ce niveau-là des 22 $, rebondir dessus pour engranger une continuation haussière derrière. C'est tout à fait envisageable. Ça dépendra en partie de ce que va faire Bitcoin et puis évidemment des conditions de marché générales. Mais en tout cas, très belle impulsion de Solana. Alors, je suis un petit peu dégoûté parce que début de semaine, j'avais pris une position à l'achat. Alors même, non, c'était fin de semaine dernière. J'avais pris une position à l'achat sur le Solana. Donc j'avais fait un DCA long, comme je vous l'avais expliqué, du coup, jusque-là. Et puis j'avais clôturé ma position très rapidement. Du coup, lorsqu'on était arrivé ici, je ne sais plus exactement à quelle zone j'avais TP. Mais voilà, il me semble que j'ai TP assez rapidement, voilà, mercredi ou jeudi soir plutôt. Et quand je vois ça, je me dis, putain, mince, j'aurais tellement pu laisser tomber ma position. Après, pas de regret. C'était mon plan, c'était ma stratégie. J'ai respecté le scénario que j'avais identifié, donc c'est le plus important. Mais voilà, il y a eu quand même une hausse de 30%. C'est pas anodin. Ça aurait fait plaisir, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ok? Donc voilà pour le Solana. Après, bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Du côté du XRP, aussi un setup plutôt intéressant selon moi en 1 heure avec objectif enfin un retour, j'espère, sur cette fameuse zone des 48 600, zone sur laquelle, évidemment, on pourra envisager une position à l'achat, puisque c'est une structure importante sur laquelle, d'ailleurs, on s'est déjà positionné un bon nombre de fois. D'accord. Donc voilà, Solana, XRP et BNB, du coup, alors, là, c'est pour des positions en préparation. BNB, c'est une position qui est déjà en cours, hein. Vous voyez, un beau rebond sur le BNB, très belle réaction sur la zone. Donc, très satisfait de cette prise de position. Voilà, pas forcément beaucoup de choses en plus à dire sur le marché altcoin. Voilà, comme je vous le disais encore une fois dans la vidéo d'hier, je vais essayer un petit peu de réduire le nombre d'assets sur lesquels je suis positionné et revenir sur des bases, revenir un petit peu sur des choses simples et essentielles. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors, je reviens rapidement sur BTC, sur du moyen terme. Je viens de penser que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Il y a quand même une forte indécision, hein, sur le marché sur BTC. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a énormément de liquidités des deux côtés, hein. D'ailleurs, je voulais partager tout à l'heure sur la map de liquidation de cet après-midi. On voit vraiment deux belles zones de liquidité à revenir chercher des deux côtés. Donc, c'est pour ça que la petite position que je vous montrais tout à l'heure en 5 minutes, je vais vraiment, si je rentre en position, voilà, je vais rentrer très calmement, ça va être vraiment light. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une forte indécision. D'ailleurs, indécision qui est aussi présente sur les autres marchés, mais qui est vraiment accentuée en ce dimanche soir sur Bitcoin. Et puis voilà, tout en sachant ce que je vous disais sur les mouvements du dimanche, il faut être prudent. Voilà,
on va faire attention. Vous voyez qu'il y a ce tout petit double bottom aussi qui est en train de se mettre en place, qui peut peut-être nous amener plus haut. Donc je vous tiendrai au courant dans le Discord de toute façon de si cette position est prise ou pas. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels où il s'est passé quand même pas mal de choses hein, cette semaine. Alors on a le fameux DXY, notre fameux indice devise dollar. Si TradingView veut bien me l'afficher, qui a bougé un petit peu. On a eu un retracement sur la deuxième partie de semaine, notamment parce qu'on a eu des datas du côté macro qui ont été pas aussi mauvaises que d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'elles n'étaient pas bonnes non plus, mais elles n'étaient pas aussi mauvaises que d'habitude. Bon, après, j'ai trouvé que le dollar n'avait pas forcément tant réagi aux datas, justement. Enfin, il avait réagi aux datas, mais j'ai envie de dire calmement. Enfin, il n'y a pas eu des répercussions très violentes pardon, sur le DXY. À noter qu'il a parfaitement réagi sur la zone qu'on avait identifiée ensemble dans la semaine. Donc cette structure ici en 1 heure. Très très beau rebond. Et de toute façon, pour le moment, je reste bullish hein, sur le dollar. Pour moi, il n'y a pas de quoi envisager un réel retournement sur le DXY pour le moment. Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais pour le moment, je considère que nous n'avons pas nous n'avons pas les éléments essentiels pour envisager justement voilà, un retournement sur le DXY. Évidemment, on va le garder à l'œil tout au long de la semaine, parce qu'on va avoir, on le verra juste après, pas mal de data macro encore une fois qu'il faudra surveiller. Et puis bien évidemment, pour surveiller aussi les autres marchés. Alors, un marché que j'ai particulièrement surveillé cette semaine, c'est celui des indices boursiers américains. On en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines, qui sont vraiment sur des zones très très importantes. On voit ici le S&P 500 qui est passé sous sa structure des 4300 $. Alors, il y a eu un petit peu de mieux sur la fin de semaine, même si la bougie de vendredi n'a pas été terrible. On a fait un petit rebond quand même sur jeudi, vendredi, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Il aurait fallu, sur une clôture daily et donc weekly, venir réintégrer cette structure en fait en repassant au-dessus de cette structure et donc potentiellement pour envisager derrière une continuation haussière. Là, ça va clairement être compliqué, hein, notamment au vu de la bougie de vendredi. Alors, les datas de cette semaine seront importantes à apprendre de ce point de vue-là, mais c'est quand même pas terrible ce qui nous fait le S&P 500. Et puis, je vous l'avais expliqué dans la semaine, la liquidité nette de la Fed, qui est en nette baisse en ce moment, eh bien, elle tire le S&P 500 vers le bas. On a, en plus, je vous l'ai partagé aussi tout à l'heure dans le serveur Discord, une menace de récession qui, malgré les estimations de certains analystes, certaines banques, et même de la Fed, elle reste présente, en vrai. Elle n'a pas totalement disparu, cette menace de récession. Et d'ailleurs, Goldman Sachs a revu justement ses estimations en estimant que il y avait peut-être un petit peu plus de chances que ça qu'il y ait une récession qui arrive. Et de toute façon, je vous en ai parlé aussi dans le serveur Discord. Hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas affiché là ce soir, mais on en parlera demain matin. L'immobilier américain est vraiment dans une très mauvaise posture. Le parc immobilier, le secteur immobilier américain est dans une très mauvaise posture. Et donc, bien évidemment, s'il y a récession, ou en tout cas s'il y a une menace de récession qui s'accentue, on peut observer des comportements baissiers sur les indices. Donc voilà pour S&P 500. Alors maintenant, pour moi, pas forcément de prise de position pour le moment. Je suis plutôt observateur. Pareil pour le Dow Jones, d'accord, alors lui, il a clairement, il est clairement passé sous sa structure. D'ailleurs, ça nous a permis de valider tous les TP qu'on s'était fixé sur cette prise de position. Mais là, pareil, du coup, pour le moment, je reste en observation. Et même chose sur le Nasdaq. Alors lui, le Nasdaq, c'est peut-être celui qui est dans la meilleure posture. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nasdaq, il est venu réagir, et d'ailleurs, il a très très bien réagi, sur cette structure intermédiaire enfin, c'est pas un range, mais vous voyez que là, j'ai identifié 2 structures principales. On voit que voilà, il y a cette zone des 14 500 $ qui est aussi intéressante et il a très très bien réagi dessus, le Nasdaq. Et donc, potentiellement, lui, cette semaine, on pourrait envisager un retour sur les 15 250. Alors, ce qui peut sauver aussi potentiellement peut-être les indices boursiers, je vous en parlais dans la semaine, c'est si on a un rebond des valeurs tech. C'est quelque chose qui a été évoqué par un certain nombre d'analystes dans la semaine, justement. Et si voilà, on a un nouveau rebond des valeurs tech, eh bien, on peut observer potentiellement des belles choses sur les indices boursiers américains. En parlant d'indices, et pour continuer sur les indices, on a eu aussi de très très belles choses du côté des indices européens sur la fin de semaine, avec une belle reprise sur le CAC, comme vous le voyez ici,
D'ailleurs, CAC sur lequel on est toujours en position, je vous le rappelle. Mais on a observé aussi quelque chose de similaire du côté du DAX. Alors, du côté du DAX, c'est plutôt logique puisque on a eu quand même des très très bonnes nouvelles, enfin des très très bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles venant d'Allemagne, hein, notamment du coup sur les chiffres de l'inflation qui ont quand même bien diminué. Donc la situation s'améliore. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot exact parce qu'en vrai, l'Allemagne reste dans une situation très très compliquée, mais on a eu un petit peu de mieux. Et d'ailleurs, voilà, on a eu une belle réaction sur la bougie de jeudi sur le DAX. Vendredi aussi, journée un petit peu moins bien, donc à surveiller. Ok. On va continuer désormais avec les matières premières et évidemment, oui, vous l'attendez tous, on va parler du gold, les amis. Forcément qu'on va parler du gold puisqu'il s'est totalement écroulé, ce fameux or. Alors c'était quelque chose qu'on avait prévu, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière. Si cette structure ne tenait pas, il fallait clairement envisager un retour en direction des 1885 dollars où il y avait cette belle poche de liquidité. Le problème, c'est qu'il n'a absolument pas réagi sur ce niveau-là. Et malgré qu'on ait observé un petit retracement du dollar, eh ben, le gold, il a continué de chuter. C'est-à-dire que la corrélation inverse qui existe et qu'on connaît entre dollar et or, eh bien, elle n'a pas eu lieu sur cette semaine. Et donc, bah là, ça continue de chuter. Et le problème, c'est que là, il a été arrivé sur une première structure, l'or. Sauf qu'il n'a pas réagi dessus. Il n'a pas réagi sur cette première structure qui était pour moi importante. Et du coup, il va se diriger vers la suivante, qui est aux alentours des 1810 dollars. Ok. Mais, comme pour S&P 500, il ne faut pas exclure la possibilité d'un retour sur les niveaux de prix d'octobre 2022. Ça, c'est clairement quelque chose qu'ils vont envisager. Maintenant, c'est encore un petit peu trop un petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, grosse chute du gold cette semaine. Alors, voilà, pourquoi la corrélation inverse s'est annulée. Je ne sais pas exactement. Il avait montré des très très belles formes de résistance et de résilience justement avant cette semaine, l'or. On avait d'ailleurs eu des très belles réactions où on pouvait se dire ok, je pense qu'il doit se passer quelque chose. Il y a probablement des investisseurs qui se hedgent en se positionnant sur l'or. Ça s'est totalement écroulé. Donc est-ce que c'était un piège acheteur? Est-ce que c'était une manipulation de marché? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi il a eu ce comportement, mais d'un point de vue technique, en tout cas, d'un point de vue technique, ce qu'a fait l'or cette semaine est tout à fait logique. Enfin, oui, c'est impressionnant comme mouvement sur l'or. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de mouvement, mais c'est pas déconnant non plus, si vous voulez. Ok. Du côté du pétrole, bon, ben, on reste haussier, hein, de toute façon, pas de changement de ce point de vue-là, et on va continuer de l'être, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. J'avais noté ce potentiel scénario qui pouvait être intéressant en 4 heures. Voilà, je me suis pas positionné pour le moment, je verrai demain à l'ouverture des marchés, mais voilà, pourquoi pas une petite position qui peut être sympa sur l'or, et qui peut être intéressante avec un très bon setup pour aller chercher justement de la continuation haussière en direction des 100 dollars. Voilà. Pour terminer, on va revenir rapidement sur EURUSD qui est venu enfin TP toutes les targets qu'on s'était fixées au mois d'avril dernier. Je vous rappelle lorsqu'on avait pris les premières positions sur l'euro USD, donc avec pour objectif de venir chercher cette liquidité. Voilà. Les objectifs ont été atteints 5 mois après. Et là, on a eu une très belle réaction de l'euro, justement, sur cette belle zone de support. Donc potentiellement, réaction haussière à envisager. Même si, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, on reste bullish sur le dollar. Et donc, il ne faut pas là aussi exclure, eh bien, potentiellement un retour sur les plus bas. Pareil, on y revient, d'octobre 2022 sur l'euro. Donc en fait, cette fin d'année va être très intéressante sur les différents marchés. Parce que soit on va faire un vrai pas en avant, et d'ailleurs ce octobre 2022, il est valable pour BTC aussi, hein. Faites le lien, il est valable pour BTC aussi. Soit on va faire un grand pas en avant, soit on va tout simplement revenir un an en arrière. C'est la question d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires et dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez plutôt sur cette fin d'année, on va faire un grand pas en avant, ou est-ce que on va tout simplement revenir sur les niveaux de l'année dernière? Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Ok. Voilà ce que je pouvais dire du côté des marchés tradis. On va faire un point évidemment sur la macro du coup de la semaine qui arrive parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il va falloir surveiller et prendre en compte. Alors avant de faire ce petit point sur le calendrier macro, bien évidemment, gardez aussi à l'esprit la montée en flèche des taux d'intérêt directeur, des taux à 2 ans, des taux à 10 ans. D'ailleurs, on surveillera particulièrement les rendements à 10 ans. D'ailleurs, j'ai pas pris le bon graphe.
Je me suis trompé. C'est pas le bon graphe. Aujourd'hui, on est à 4, on est plus haut. On est à 4,48. 4,48 sur les taux à 10 ans, excusez-moi. J'ai pris le graphe de la semaine d'avant. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, donc on va surveiller attentivement ces taux à 10 ans parce que si on passe les 5, ouïe, aïe, 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 ça va être compliqué. Aïe, 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 ça va être compliqué. Ça va tirer en plus le pétrole vers le haut. On le sait, on connaît la corrélation qui existe dessus. Donc, vraiment, il va falloir être très, très attentif à cette situation. Et puis voilà, comme je vous le disais, on en a déjà parlé dans la semaine, mais les taux ne sont pas encore des taux terminaux, justement, selon moi. Ok. Cette semaine, donc, on aura pas mal de choses à surveiller. Et la première, ça va être la volatilité. Ok, c'est pas dans le calendrier, c'est pas une news en particulier, mais c'est la volatilité. Ok, le VIX, qui est l'indice de la peur, hein, puisque voilà, c'est un indice de stress en fait, un indicateur de stress du marché. Voilà, il fait quand même une reprise assez significative qu'il faut prendre en compte. D'accord, alors ça a un petit peu diminué sur la fin de semaine, mais attention, ok, ça va être quelque chose de très important et on l'a vu aussi cette semaine, je vous l'ai partagé. C'est aussi quelque chose qui peut potentiellement tirer le S&P 500 vers le bas. Ok. Demain, journée déjà très importante du côté européen, d'accord, puisqu'on aura tous les résultats des PMI, d'accord, en Union européenne, mais surtout du côté américain, puisqu'on aura les résultats, les chiffres de l'indice PMI manufacturier de l'ISM, et surtout un discours de notre cher Jérôme Powell demain à 17h. D'ailleurs, on suivra ça en live comme d'habitude. Mardi, journée un petit peu plus soft. Mais attention, on va avoir les premières données sur l'emploi. Je vous rappelle, cette semaine, on va être sur une semaine axée sur l'emploi aux États-Unis. Et ça va commencer mardi, du coup, avec le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi, qui est évidemment, vous le savez, un résultat très, 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 très important pour les marchés et pour l'économie américaine. Mercredi, journée importante aussi, on aura pas mal de choses du côté européen avec de nouveau des résultats PMI, d'accord, dans cette fois-ci PMI de service, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, PMI de service sur l'Union européenne, discours de Christine Lagarde, et donc l'après-midi, là on aura cette fois-ci création d'emplois dans le secteur non agricole ADP, donc je rappelle ADP c'est un organisme externe hors gouvernemental qui fait du coup des annonces de création d'emplois, et PMI de service du coup aux États-Unis. On se rapproche encore et encore et encore et encore d'une zone de contraction. D'accord. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques semaines en vous expliquant que voilà, dans une grosse majorité des pays de l'hémisphère nord, on avait des secteurs services qui se rapprochaient. Ou alors pour certaines zones, on est déjà clairement en contraction. Hein, vous voyez sur l'Europe, hein, 48,4, on est clairement déjà en contraction. Mais pour les États-Unis, voilà, on se rapproche aussi d'une zone de contraction. Et ça serait évidemment là aussi un gros point négatif pour l'économie américaine. Et donc, on revient à la menace de récession de tout à l'heure dont je vous parlais sur S&P 500. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Les marchés sont dans l'attente d'une respiration de l'économie américaine. Les marchés sont dans l'attente de bonnes nouvelles du côté de l'économie américaine. En fait, les marchés veulent voir si justement cette économie américaine, elle résiste vraiment, elle est vraiment solide ou pas. Et c'est ça qui fait qu'on va être vraiment sur plusieurs semaines très intéressantes et une fin d'année qui va être pour moi décisive dans le sens où elle va vraiment nous donner le ton pour 2024, clairement. Ok. Bref, continuons. Donc voilà pour la journée de mercredi, bien évidemment, stock de pétrole brut. On aura un autre discours de Christine Lagarde. Jeudi, journée un petit peu moins importante. Selon moi, ça sera peut-être la journée la plus calme de la semaine, même si on aura des petites infos intéressantes avec, comme d'habitude, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et c'est vraiment vendredi qui sera la plus grosse journée de la semaine puisque c'est NFP. Donc je rappelle, NFP, grosse journée avec salaire horaire moyen, taux de chômage et création d'emplois dans le secteur non agricole. Grosse journée du côté américain du coup vendredi, donc il faudra être très prudent vis-à-vis de tout ça. Bien évidemment, tous ces événements, on les suivra en live tout au long de la semaine. D'ailleurs, Théo fait son retour cette semaine, hein, il n'était pas là la semaine dernière, enfin il n'a pas pu faire de live la semaine dernière, il était présent dans le Discord mais il n'a pas pu faire de live. Là, il fait son retour et donc d'ailleurs j'ai laissé Matinal News, mais du coup c'est plus des Matinal News. Les lives de Théo du coup qui seront désormais plus le matin, mais qui seront l'après-midi, d'accord. Voilà. Donc on va faire un petit test. C'est un test entre 18 et 19h. On verra si ça vous plaît. Peut-être qu'il repassera le matin. Enfin, on verra. Mais toujours est-il qu'en tout cas, beaucoup de live cette semaine. Beaucoup de choses intéressantes. Donc soyez présents. Voilà, vous avez le planning. Vous pouvez le retrouver dans le serveur
Discord, les amis, on va finir cette vidéo, mais pas ce live, puisque si vous êtes sur le live, ne bougez pas, on va continuer ensemble. Après, je vais répondre à toutes vos questions, mais on va terminer cette vidéo en regardant du coup les résultats de la semaine-ci. Voilà, ça veut bien s'afficher. Et donc, des résultats plutôt intéressants cette semaine chez Blockchain Capital. Alors, deux petits résultats négatifs sur le copy trading et sur le compte entreprise, mais sinon, on a été dans le vert sur le reste, donc service VIP, challenge trading, Mentora, on a été dans le vert, des très très bonnes performances. Donc belle semaine. Après voilà, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Le mois de septembre a été mon mois le plus compliqué en termes de performance. Et d'ailleurs, je vous ai fait un détail complet de mes performances du coup sur le mois de septembre, d'accord, avec les différents track records des comptes sur lesquels je trade. Voilà, je vous ai tout détaillé pour vous montrer vraiment que voilà, sur ce mois de septembre, effectivement, alors pas sur tous les comptes, mais j'ai été sur des résultats moins bon que d'habitude. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va arriver au terme de cette vidéo, les amis. Je pense que je n'ai rien oublié. Probablement que quand je vais couper l'enregistrement, je vais me rappeler que je devais vous parler de quelque chose, mais j'ai oublié. Si, ça y est, ça me revient. J'y pense avant de terminer la vidéo. Très très important, les amis. On recherche chez Blockchain Capital des apporteurs d'affaires. On recrute, d'accord? On recrute chez Blockchain Capital. Donc si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, eh bien, envoyez-nous un mail ou contactez-nous dans le serveur Discord, d'accord? On recrute. Ok, donc je vous laisse candidater si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont sur le live, encore une fois, ne bougez pas. Et pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup. Bon week-end, enfin bonne fin de week-end. Et bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.